pour pouvoir travailler sur le prochain projet. Par contre, le prochain projet est un premier temps collaboratif et participatif, donc c'est bien, vous n'aurez pas le temps de vous endormir. Donc vous allez pouvoir vous retrouver en sous-groupe sur ce premier temps d'atelier. Et c'est Jérôme, directeur technique national, qui va vous expliquer comment ça va fonctionner. Bonjour tout le monde, je vous cache pas que je suis un peu agacé. Je suis pas déçu, je suis un peu agacé. Voilà, c'est comme ça, on peut perdre, mais quand on a l'opportunité, je suis très frustré là. Voilà, on verra ça avec les collègues derrière. Alors, je vais basculer sur autre chose, comme ça va me détendre. Et j'espère que ça va vous détendre aussi. Hein ? C'est filmé ? Bah oui, mais c'est comme ça, c'est pas grave. C'est filmé, mais c'est live. Donc sur le projet associatif, on a 2 temps d'atelier. Ce que je vais vous proposer juste après, c'est la mécanique. Vous l'avez reçu normalement. Vous avez reçu un mail avec des explications. Vous avez 2 thèmes d'atelier. Vas-y, tu peux avant. Ah merde, c'est moi qui ai la télécommande. Pardon. Mais non, pardon, c'est moi qui... Donc, vous avez 5 groupes, ils ont déjà été constitués. Vous les avez vus, il manquait une feuille tout à l'heure, donc certains ne se sont pas vus parce qu'il manquait une feuille. Je vais vous les montrer juste après. Vous avez un groupe par salle. Vous êtes soit 16 ou 17, les groupes et les sous-groupes par salle sont déjà constitués, vous les aurez sur les tables. Donc quand vous rentrez dans une salle, vous trouvez comme dans les mariages, vous regardez dans le plan de table où vous êtes situé. Et tout est prévu, vous avez votre animateur. Alors, bon, vous allez définir ça pendant l'intervention. Ensuite, vous avez 10 minutes pour les 2 premières rotations et on passe à 7 minutes pour les 2 autres rotations, ce qui fait que chaque groupe a traité chaque question. Les questions sont déjà sur les tables. Donc tout est en place dans les salles. Et puis vous avez un groupe qui va affronter des ascenseurs. Pauline va déjà aller appuyer sur le bouton pour qu'on essaye d'optimiser le temps parce que c'est long ici les ascenseurs. Voilà. Et vous gardez entre l'atelier de ce matin et l'atelier de cet après-midi, vous gardez les mêmes groupes, la même salle, le même animateur. Ok. Il y a juste les sous-groupes qui vont changer entre ce matin et cet après-midi. Voilà. Ok. Donc Donc, mesdames, messieurs, je vous propose de reprendre la séance que nous avons suspendue aujourd'hui. Donc, bienvenue à cette Assemblée Générale du 30 avril et du 1er mai. Pour cette 2e demi-journée qui est consacrée aujourd'hui à ce matin la restitution des ateliers par Pierre Mercelin qui va venir vous exposer une synthèse ce matin sur un temps d'1 heure. Donc 30 minutes de présentation à peu près et puis ensuite vos questions. Donc n'hésitez pas à venir lui poser toutes les questions par rapport à sa présentation mais peut-être aussi par rapport à des interrogations que vous auriez pu avoir hier en atelier. Et ensuite, nous aurons un temps autour des orientations budgétaires et des budgets avec pas moins de 8 votes, je crois, aujourd'hui. Donc, si vous en êtes d'accord, eh bien, nous accueillons Pierre pour l'exposition et la synthèse des ateliers d'hier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous faire donc une petite restitution de ce que vous avez dit, tous ensemble, hier matin et hier après-midi. Je me présenterai un peu tout à l'heure pour vous expliquer de quelle manière je vais faire des éclairages sur la restitution. Est-ce qu'on peut lancer la presse, que ça sera plus simple. Et on y va. Alors, cette restitution des ateliers, je vais juste vous présenter en 30 secondes comment on s'y est pris. Ça vous donnera quand même une idée claire de la méthode. L'idée, d'abord, c'est que je suis venu vous voir dans chacun des groupes, les 2 ateliers, pour voir un peu comment ça discutait, comment ça travaillait. C'était aussi intéressant de voir le travail en direct, même si, évidemment, je n'ai pas tout entendu, tout vu. J'ai principalement travaillé sur l'écrit, ce que vous avez produit chacun en sous-groupe pendant 2 ateliers. Donc, ça a été la matière principale. Mais j'ai aussi échangé avec les 5 animateurs des groupes, parce que c'était intéressant d'avoir aussi leur ressenti. Donc je les remercie dans le désordre, Olivier, Hugues, Alexandre et Vincent. Voilà, ils m'ont pas mal aidé, et sur le fond et sur la forme. Et ça a donné la restitution que je vais vous faire aujourd'hui. Je vais vous présenter évidemment une synthèse. L'idée, c'est pas de reprendre tout ce que vous avez dit hier, c'est d'avoir quelque chose pas trop lourd.
Je vous mettrai un peu d'écrit à l'écran, je commenterai surtout à l'oral. Et puis, j'imagine que la fédération transmettra le PowerPoint pour avoir un peu plus de détails pour vous. Voilà. Alors, sur le fond, pardon. 3 remarques générales sur ce que vous avez produit hier. D'abord, vous avez produit beaucoup de choses. Je me suis retrouvé dans ma chambre hier avec 40 gros papiers avec plein de choses écrites dessus. Il y a eu beaucoup de quantité de contenu. C'est très bien. Et ce qui était intéressant, c'est que ça venait pas d'un groupe ou de 2 groupes, ça venait de tous les groupes. Il y avait vraiment un côté égalitaire dans ce que vous avez produit en termes de quantité et de qualité. C'était vraiment très bien et il y a rien qui se détache d'un groupe par rapport à un autre. Deuxième chose, vous avez été cohérent avec vous-même. C'était assez agréable à lire. Il y avait un fil de continuité entre les différentes questions, les différentes thématiques. On voyait la cohérence de votre pensée. Donc, il y avait, au-delà du quantitatif, il y avait un vrai qualitatif. Et pour moi, alors au-delà de la densité des choses, c'était vraiment intéressant, enrichissant. Un sport que je ne connais pas par cœur par ailleurs, donc c'était vraiment très bien. Et puis, assez peu de divergences. Beaucoup de convergences entre tout ce que les groupes ont écrit. Évidemment, ici ou là, des différences, des corrections, des nuances, etc. Mais vraiment, plutôt un ensemble assez homogène. Alors, ce qui est en partie une qualité, mais j'y reviendrai un peu ensuite, ce qui est peut-être aussi un petit défaut. Il n'y avait pas beaucoup de friction, de confrontation, de choses qui s'opposaient. Et dans ce type d'exercice, alors ce type d'exercice probablement ne le stimulait pas. C'était pas comme si on vous mettait pendant 2h30 sur le même sujet à discuter à l'infini, où là on peut voir des différences apparaître. C'était très compact ce qu'on vous demandait de faire, donc c'est assez normal. Mais je dirais que vous êtes une fédération assez sage dans la manière dont vous formulez les choses, etc. Donc c'est intéressant sur plein d'aspects. Mais on va voir, c'est aussi sur d'autres thématiques. Éventuellement, il faudra peut-être être de temps en temps un peu moins sage. Voilà. Alors, sur ce contenu, juste un point de vue personnel. Sur moi, je vais restituer évidemment ce que vous avez dit, sur quoi vous avez travaillé hier. Je vais apporter ici ou là quelques éclairages. Moi, je suis consultant. Je travaille sur les politiques sportives territoriales, qu'elles soient portées par un acteur sportif comme une fédération, par une collectivité évidemment, par d'autres acteurs. Je travaille beaucoup avec les clubs, qui sont évidemment les principaux opérateurs de ces politiques. Je travaille dans des territoires puissants et prospères, et je travaille avec certains territoires qui sont parmi les plus pauvres de France. Je travaille avec du milieu très urbain et du rural et tout ce qui est entre les deux. Donc je travaille évidemment avec tous les sports. Donc je vois beaucoup de types de profils différents de clubs, et c'est plutôt cette expérience transversale que je vais vous amener, évidemment pas un côté badminton que vous connaissez 1000 fois mieux que moi. Mais lançons-nous dans la restitution. J'ai fait simple, hier soir, chaque atelier l'un après l'autre. Le projet club. Le premier atelier qui était celui qui était le plus cadré, un sujet unique, pris à travers différents prismes. C'est vraiment, j'ai envie de dire, celui qui était le plus simple pour moi à traiter. L'autre était plus compliqué, on parlait des expérimentations, du territorial, ça sera une philosophie un peu peut-être différente. Alors, d'abord, on vous demandait quelles étaient les étapes d'un projet de club réussi. Et là-dessus, vous avez produit quelque chose de vraiment très carré, très structuré. Et je vous dis d'autant plus que je travaille parfois avec des clubs professionnels qui doivent travailler sur leur projet club. Et je ne vois pas tout le temps des choses autant structurées dans la méthodologie, en tout cas dans vraiment l'identification de toutes les étapes. Évidemment, le début, vous l'avez toujours bien identifié. D'abord, il y a l'envie. Quand on veut un projet, on sent qu'il y a un besoin d'en avoir un. Vous avez très bien formulé tout ce qui était autour de l'équipe projet, du besoin de constituer une équipe compacte, avec les bonnes expertises représentatives du club, donc diverses, bénévoles, salariés, éventuellement d'autres parties prenantes. Et puis, vous avez proposé différents types de méthodes, un référent ou des groupes de travail, etc. Donc, quelque chose de très, très structuré pour lancer. Ensuite, évidemment, l'étape de l'état des lieux, du diagnostic, du club, mais aussi de son environnement, notamment de son territoire. Ça a été toujours bien formulé. Et le lien, évidemment, avec la fédération. Et puis, jamais en vase clos. Il y a eu beaucoup de remarques sur le besoin de consulter, alors de manière parfois très approfondie, type enquête. Alors, les bénévoles, les adhérents, évidemment, mais ça pouvait aller jusqu'aux salariés et encore plus aux partenaires du club, au sens large du terme, public ou privé. Très clair, très carré aussi sur le contenu, les objectifs, les actions prioritaires, les moyens.
avec une prudence de bonne aloi. Hein. Un projet, c'est à la fois une vision, c'est une ambition, mais on le teste en faisabilité tout le temps. Il faut que le projet soit quand même réaliste, il faut pouvoir le faire, toujours bien décliné. Et puis, vous avez toujours bien identifié ce qui relevait ressources humaines, ressources financières, et puis ressources matérielles. Derrière le terme ressources matérielles, vous mettez souvent l'équipement, évidemment, l'accès, alors soit l'existence, soit l'accès au créneau. Et puis, vous n'êtes pas arrêté là, évidemment, au-delà du contenu du projet club. Un projet, c'est pas fait juste pour être beau et affiché dans les locaux du club. Évidemment, il doit être adopté, mais il doit surtout être partagé. C'est quelque chose que vous avez beaucoup souligné. Le projet club, c'est à la fois un outil de partage, et donc c'est pas uniquement du fond, c'est de la forme, c'est de la mise en forme, c'est quelque chose qu'on doit communiquer aux autres, on doit donner envie. Ça, vous l'avez beaucoup souligné, et puis le fait que ça ne doit pas être uniquement diffusé dans l'instance de gouvernance du club, hein, ça doit aller aux adhérents, ça doit aller aux parties prenantes. Là-dessus, c'était très clair. Et puis, quelque chose que je soulignerais, parce que je pense que c'est très important, il doit vivre dans la durée, le projet club. Il n'est pas là juste uniquement pour les 6 premiers mois. Donc la question du calendrier était beaucoup soulignée, bien définir le calendrier de mise en œuvre. Il faut qu'il soit visible sur le territoire, il faut qu'il vive sur le territoire. Et puis, c'est un organisme vivant, le projet club. Il faut être capable de l'ajuster, de le corriger en fonction de ce qu'on voit autour de nous, des évolutions, ou même des désirs du club. Et donc ça, c'était très important que ce ne soit pas un objet inerte, le projet club. Et puis, faut l'évaluer. Alors, j'ai mis en dernière étape, mais en fait, c'est dès le début, l'évaluation, parce qu'un projet club, c'est dès le début dire ça va être quoi les indicateurs d'évaluation, comment est-ce qu'on va tirer un bilan. Donc, vous l'avez très bien spécifié, les points d'étape, la revue chaque année, et puis, évidemment, le bilan de fin, ce qui nous ramène au point de départ, parce que le bilan de fin, c'est le lancement du nouveau projet club qui va suivre. Donc, tout ça, vous l'avez très bien souligné. Les freins, par contre, voilà, les freins. C'est pas facile de faire un projet club. Il y a des bonnes raisons pour lesquelles tous les clubs ne s'y mettent pas. Alors, évidemment, vous avez souligné, je le mets tout de suite, 2 choses. Alors, cet atelier-là, cette question-là, elle a été prise à travers 2 prismes. À la fois les freins pour le mettre en œuvre, mais aussi pour le concevoir. D'accord ? Donc ça, on l'a retrouvé dans les feuilles. Et c'est très bien d'ailleurs que les deux questions se soient nourries mutuellement. Évidemment, les moyens dans les 2 cas sont venus en premier. Moyens de ressources humaines, moyens de compétences, de moyens de financiers, matériels. Un moyen qui est le temps aussi, qui est très important. Manque de connaissances, d'informations. Besoin de méthodologie. Ça, on l'a beaucoup vu. L'envie de s'appuyer sur quelqu'un qui a des connaissances particulières dans le projet club. Et là, très clairement, le regard se portait vers la fédération au sens siège national ou organisme déconcentré. En disant, si on doit s'appuyer sur quelqu'un, c'est bien eux. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Mais dans les freins, il n'y avait pas uniquement des freins matériels. Vous avez beaucoup insisté, on va dire, sur le côté un peu psychologique du projet club, de s'y mettre. Parfois intimidant pour un dirigeant de club. Comment est-ce qu'on s'y met ? Comment est-ce qu'on rentre dans la danse ? C'est quoi les objectifs ? Est-ce que je ne vais pas avoir des objectifs trop ambitieux ? Est-ce que je ne mets pas mon club en danger ? L'écart entre ce qui est souhaité et ce qui est réalisable. Et puis, quelques-uns l'ont souligné, la rédaction, qui est un sujet, parce que, déjà, c'est jamais un exercice facile. Puis, deuxièmement, on l'a vu, il faut une mise en forme qui est attractive. Donc, c'est un vrai document, et ça peut effectivement freiner dès le départ, avant même que le projet club soit envisagé. Autre frein possible, qu'au sein du club, il n'y ait pas une vraie adhésion. Qu'il y ait des gens qui ont envie, mais que les autres n'aient pas. C'est-à-dire qu'il y ait des dirigeants qui soient un peu là, impliqués par défaut, qui ne soient pas vraiment dans la dynamique, manque d'intérêt des adhérents, et puis le risque que les gens pensent qu'un projet club, c'est figé, donc ce n'est pas vraiment utile au club, parce qu'on l'a vu, la vie bouge. Les relations avec les autres acteurs, 5e élément. Est-ce que les autres acteurs en dehors du club sont en phase avec l'idée d'un projet club ? Les territoires, évidemment. Il faut que le projet club soit lié au projet de territoire. Comment est-ce qu'on présente le projet au territoire ? Est-ce qu'on aura l'occasion de le faire ? Donc, est-ce que ça vaut le coup ? Et puis, comment est-ce qu'on intègre l'idée d'un projet club avec le projet fédéral ? Donc là, c'est le lien avec la fédération dans le contenu. Comment est-ce qu'on articule les deux ? Et puis enfin, il y a une question presque existentielle. Je l'ai mise à la fin, j'aurais pu le mettre au début. Il y a vraiment beaucoup de gens, au-delà des freins, tous ces freins un peu précis, spécifiques, qui se disent à quoi bon un projet club ? Quelle utilité à court terme dans l'année qui vient ? Je n'ai pas besoin d'aller voir l'Agence nationale du sport pour avoir des subventions. J'ai juste besoin de ma municipalité, elle ne me demande rien. Pourquoi un projet club ? C'est probablement le premier des freins parfois. Club sans projet, j'ai mis entre guillemets. C'est pas qu'ils sont sans projet, mais ils font la même chose peut-être d'année en année, où ils répètent, et donc pas envie de faire des choses trop différentes. Donc pourquoi faire un projet club ? Autre sujet.
Et puis enfin, la peur que parfois le projet club, ça nous met le doigt dans l'engrenage et on n'arrive pas à en sortir. Et finalement, on va de plus en plus vers quelque chose d'ambitieux. On se retrouve avec de la professionnalisation qu'on ne souhaitait pas nécessairement au départ. Donc ça peut être aussi une réticence de ce point de vue-là. Néanmoins, il y a des freins, mais il y a aussi des bénéfices. Et vous les avez très très bien soulignés, d'ailleurs en continuité avec ce que vous disiez sur les freins. D'abord, c'est une vision propre au club. C'est une vision de soi-même dans le passé. Le terme introspection, il ne vient pas de moi, il vient de vous. Donc c'est déjà se regarder ce qu'on a fait, ce qu'on en pense, de ce qu'on a fait dans le passé. C'est une projection vers le futur. C'est évidemment lié, c'est vachement intéressant. À quoi doit ressembler mon club dans 5, 10 ans, 15 ans ? Et puis, donc, c'est une vision à court terme, c'est 1 an, mais c'est aussi moyen terme, 5 ans, long terme, 10 ans, comment je dois évoluer. Deuxième chose que vous avez dit, le deuxième bénéfice, c'est l'identité du club. Un besoin d'identité pour se développer. D'abord, d'avoir un esprit club pérenne au sein de votre club, notamment quand vient la question de la transmission des dirigeants. Une équipe de dirigeants part, ou des dirigeants importants partent, que les nouveaux aient quelque chose sur lesquels s'appuyer et que le club ne se perde pas dans cette histoire de transmission. Rattachement à la famille BAD, le projet club, c'est aussi une manière de penser ce rattachement. Et puis, c'est être attractif par rapport à d'autres clubs. Les clubs sans projet, souvent par rapport à des financeurs ou par rapport à des soutiens divers et variés, sont moins attractifs s'ils n'ont pas de discours structuré sur l'avenir. Un club avec un projet club l'est structuré. Ça permet de fidéliser les forces vives, ce que vous avez dit. Alors, évidemment, c'est un outil de cohésion, donc ça mobilise les licenciés, ça mobilise les bénévoles, mais aussi les dirigeants. Les dirigeants peuvent rester plus longtemps peut-être dans un club parce qu'il est structuré et il sait où il va. Ça permet de développer des ressources, la recherche de financement, ça permet de mutualiser des moyens humains ou matériels, et puis ça permet de se projeter, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, dans de nouvelles activités et de nouvelles compétences. Et puis c'est une étape indispensable si on veut se structurer, le projet club. Ça donne une ligne directrice, une dynamique, c'est un levier pour s'organiser en interne plus efficacement. Et ça permet de surmonter les épreuves. Il y a l'imprévu, ce n'était pas prévu par le projet club, mais comme on est structuré, comme on sait où on va, on sait pourquoi on y va, le jour où il y a la crise qui vient de l'extérieur, on est quand même plus prêt à la surmonter et à trouver des solutions. Et puis, ça permet d'avoir un lien plus fort avec d'autres acteurs, les acteurs du territoire. C'est un outil de crédibilité, c'est une vitrine, le projet club, c'est une reconnaissance, c'est un renforcement du lien entre le club et son territoire. C'est très important, tout ça, vous l'avez bien souligné. Dernier point sur le projet club, la place des professionnels dans le projet club. Vous avez souligné une place importante pour les salariés des clubs. D'abord, on l'a vu, un projet club, ce n'est pas l'histoire d'une personne, c'est une co-construction de tout le monde à l'intérieur du club. Donc évidemment, bénévoles et salariés. Il y a un besoin de méthodologie. Et souvent, vous avez identifié le professionnel comme pouvant apporter cette méthodologie, notamment s'il est lié à la fédération. Il va apporter ça en contact direct avec vous. Il va la solliciter, éventuellement, cette expertise, mais c'est lui qui va l'apporter. Ça, c'est important, vous l'avez souligné plusieurs fois. Important aussi, pas uniquement dans la conception du projet club, dans la mise en œuvre, évidemment. Les professionnels, ils vont accompagner, ils vont relayer le projet club, ils vont le diffuser, ils vont être des acteurs importants pour bien suivre le calendrier de mise en œuvre. Mais vous dites, attention, il y a quand même une question de profil des salariés. Tout le monde n'a pas le même profil. Un profil sportif, ce n'est pas un profil administratif, etc. Donc, il faut bien répartir les expertises en fonction des besoins du projet club. Et deux sous-groupes l'ont identifié aussi. Il faut que ce soit ceux qui s'engagent, il faut qu'ils soient expérimentés, qu'ils amènent vraiment quelque chose dans la dynamique du projet club. Et puis, évidemment, il y a la question de la répartition des rôles. Oui, les salariés s'engagent, mais il faut savoir qui fait quoi dans le projet club. Il y a une question d'expertise. Le salarié peut amener son regard propre. Il y a aussi une question de responsabilité. Il y a ceux qui conseillent et ceux qui décident. Et là, évidemment, vous avez bien voulu clarifier les choses entre les décisionnaires et les forces de proposition. Et donc, l'équilibre à trouver quand on conçoit le projet club. Et évidemment, il faut que le projet club reflète bien aussi cet équilibre dans sa rédaction même. C'est un atout grâce aux salariés dans la pérennité du projet, on l'a vu, les équipes dirigeantes peuvent changer. Donc ceux qui portent le projet club, ça peut rester les salariés dans ce cas-là. Et puis, un salarié peut permettre d'articuler le projet club avec d'autres clubs du territoire ou avec d'autres acteurs du territoire. Il peut jouer ce rôle-là aussi pour vous. Et enfin, le salarié permet de ne pas se limiter au périmètre du club. Il peut permettre de solliciter d'autres salariés, éventuellement d'autres clubs, de la fédération, d'autres organismes, et de s'ouvrir un réseau de compétences autour du club qui peut être intéressant, vous l'avez souligné. Donc ça, c'est votre restitution pour l'atelier 1. Vous voyez, elle est riche, elle est cohérente, j'ai envie de dire, elle est presque linéaire, elle découle de soi. Moi, si j'ai 2 remarques à faire dessus,
sur cet atelier. Première chose, on a parlé de la fédération, notamment dans l'accompagnement. Il y a quelques touches ici ou là-dessus, mais c'est quand même vachement surprenant. Vous faites très peu le lien entre projet club et projet fédéral. Aucun groupe, par exemple, n'a dit, une des choses qu'on fait, une des premières étapes, c'est on relie le projet fédéral pour se demander comment on va articuler projet club et projet fédéral. Ça ne se retrouve pas. Alors, c'est assez classique avec les clubs, mais comme vous avez un lien fort avec la fédération, c'est assez surprenant. Et effectivement, il y a peut-être un lien à retisser là-dessus. Pas sur la forme, j'ai envie de dire, pas sur l'accompagnement, parce que ça, quasiment, vous la sollicitez, vous la revendiquez, mais c'est de bien connecter un contenu club local et un contenu fédéral national. C'est pas évident. Le contenu local peut pas être un copier-coller local du national, mais il faut qu'il y ait une articulation forte entre les deux. Et deuxième chose, je vous ai trouvé un peu timide dans le contenu. Vous êtes hyper carré, hyper structuré, vous déclinez bien les choses, etc. Mais un projet club, c'est souvent aussi le moment où on essaye d'innover et d'inventer des nouvelles solutions pour des problèmes récurrents ou qu'on considère indépassables. Un manque d'équipement, un manque d'activité, des choses que les autres clubs font. Et c'est le moment où on teste, où on se dit, est-ce que je ne peux pas aller pratiquer sur un autre lieu? Est-ce que je ne peux pas développer une activité auquel je n'ai jamais pensé? Et alors, je sais que l'exercice hier le favorisait pas beaucoup avec des échanges très courts sur les sujets, mais il n'y a pas eu beaucoup, il y a eu une seule fois où quelqu'un est sorti un peu des clous pour dire c'est le moment où le club doit aller chercher d'autres choses, d'autres dans le social, dans les activités sportives, dans des coopérations qui n'existent pas avec d'autres acteurs. Et ça, vous ne le faites pas, vous ne l'avez pas fait naturellement hier. Voilà. Donc c'est le côté sage qui revient un peu et qui peut-être manque un peu parfois de volonté de sortir des clous. Atelier 2. Alors là, vous aviez l'occasion de sortir un peu plus des clous parce qu'on est sur un sujet qui était, on va dire, moins mûr, parce qu'on est dans le domaine de l'expérimentation, dans l'organisation territoriale, donc par définition, des choses qui sont testées pour voir si elles marchent ou non. Et l'idée, c'était d'exprimer votre intérêt ou non sur 4 dispositifs existants. Alors le premier, les bassins de pratique, l'utilisation des bassins de pratique. Il y a une appréciation, en tout cas à l'écrit, positive vraiment du sujet, très intéressante. Alors d'abord, la relation de proximité que ça permet de créer. Plusieurs fois, l'expression « en finir avec les querelles de clocher » est revenue. On voit bien à quoi ça renvoie. Et c'est ultra important dans le sport français de décloisonner les relations entre clubs, créer des synergies et donc mieux s'adapter par rapport aux besoins d'un territoire. Favoriser le partage, les mutualisations, c'est une évidence, les bonnes pratiques, le partage des RH qui peut aller jusqu'au groupement employeur, et puis évidemment les mutualisations, ça va de l'équipement au déplacement, à formation, voilà, il y a plein de choses à faire. Capacité à développer justement de nouvelles offres, parce qu'on est dans un projet commun sur un territoire identifié, donc d'avoir des relations plus dynamiques avec les licenciés, de leur offrir d'autres choses, autant dans le loisir que dans la compétition, puisqu'on se base sur un territoire un peu plus large que celui d'un simple club, et de trouver des nouvelles formules de compétition, d'événements territoriaux. J'ai mis quelques termes génériques, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites hier avec beaucoup plus de précision. Ça permet de renforcer la présence territoriale fédérale. Ça, c'est vachement important à travers les clubs, parce que finalement, ces bassins de pratique, on sort on va dire des frontières administratives normales pour essayer de construire quelque chose d'autre. Ça permet de s'attaquer à des zones désertiques, des zones sans club, des zones avec discontinuité, et notamment en zone rurale, en plusieurs fois a été cité. Ça permet de construire des choses là-dessus. Et puis, ça permet de renforcer les clubs, d'avoir des clubs forts qui peuvent travailler en réseau. Et vous l'avez souligné au moins 2 fois, d'aller chercher des clubs sur ce bassin de pratique qui sont badminton, mais pas affiliés. Donc de reconstruire un tissu fédéral avec d'autres acteurs du badminton qui aujourd'hui n'en font plus partie ou n'en font pas partie. Après, il y a un questionnement de votre part sur effectivement cette logique géographique qui est un peu nouvelle. On casse les frontières habituelles, c'est l'atout des bassins de pratique. En fait, on casse des frontières administratives, qu'elles soient fédérales ou publiques, et on construit une proximité concrète, constatée par les clubs eux-mêmes qui disent notre bassin de vie, entre guillemets, c'est ça. Et en même temps, vous avez des interrogations. C'est-à-dire, à quoi ça nous mène tout ça si on va dans cette logique-là? Quelle relation de clubs dans le même bassin s'ils ont des projets différents? Est-ce que ça peut cohabiter, même s'ils partagent un bassin commun? Et puis, comment les bassins travaillent entre eux? Parce que si c'est des nouvelles divisions, il y a une question d'articulation. Ça veut dire quoi, ce type d'organisation?
Deuxième sujet de l'atelier, la régionalisation des emplois. Donc là aussi, beaucoup de points de vue positifs pour en montrer l'intérêt. D'abord, vous constatez tous que ça vient d'une situation de défaut, d'insuffisance, avec des comités départementaux qui peuvent être trop fragiles ou pas en mesure de créer de l'emploi. Donc il y a une logique régionale de ce point de vue-là. Leurs charges et les contraintes de gestion sont trop importantes pour le niveau départemental. Ça permet, quand c'est le cas, de construire un modèle économique plus solide. On mutualise par définition, ça renforce, on fait des économies de coûts. C'est assez logique. Et puis, on supprime certains freins, comme freins de l'embauche. Et puis, ça permet de partager de l'emploi à un niveau, par exemple, interdépartemental. Donc, ça peut être intéressant. La qualité de l'emploi s'améliore. Ça, vous l'avez beaucoup souligné. Ce n'est pas uniquement une question des ligues et des comités départementaux. C'est la question des gens qui vont être recrutés. Ça permet de proposer des emplois plus pérennes, mieux diversifiés dans leurs missions. Ça permet des montées en compétences, ça permet aussi une meilleure exploitation de ces compétences par l'employeur. Donc il y a un côté de qualité de l'emploi qui est clairement identifié par vous. Et puis ça permet, in fine, une meilleure cohérence dans les politiques départementales. Si on a mutualisé la fonction RH au niveau régional, ça permet une meilleure coordination par définition et une meilleure façon de décliner la politique fédérale sur l'ensemble du territoire. Par contre, vous posez aussi des questions. Comme sur les bassins de pratique, c'est la même chose. Vous comprenez bien l'intérêt, mais vous avez des interrogations sur la suite. Alors, vous voyez bien les avantages, notamment la contrainte de gestion qui est diminuée pour le comité départemental, mais est-ce que ça veut dire, in fine, au bout du chemin, une autonomie réduite pour les comités départementents? Donc, c'est une question ouverte que vous posez. La question du lien hiérarchique entre un comité départemental et un salarié qui relèverait du comité régional mais qui travaillerait sur la zone du département, c'est une autre question. La question de la distanciation par rapport au territoire de mise en œuvre. Le salarié qui est à la Ligue, est-ce qu'il va vraiment bien connaître les réalités territoriales? Et puis vous posez à chaque fois la question, comment est-ce que les collectivités territoriales vont regarder tout ça? Est-ce qu'elles vont peut-être se désintéresser des comités départementaux qui seront vus comme des coquilles peut-être moins pleines et le soutien ira plutôt vers les ligues? Donc là aussi, des questions ouvertes. Même logique avec le regroupement des comités départementaux. Alors là, on vous a posé la question beaucoup plus cash. Inconvénients, avantages. Alors vous avez vu des inconvénients très pratiques en fait de regrouper des comités, notamment certains de vous l'ont connu dans des régions regroupées déjà, les déplacements, les rassemblements, etc. Vous avez peur peut-être de la lourdeur et de la complexité de la gestion pour le comité qui sera regroupé pour la nouvelle structure. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Le périmètre d'intervention parfois vous paraît très large, trop large pour des comités qui seraient regroupés. Ça ferait beaucoup de distance géographique. Avec quelque chose qui va de pair, qui est l'éloignement des réalités du terrain et des acteurs locaux. Ça, c'est une crainte que vous soulevez à plusieurs reprises. Là aussi, l'impact avec les collectivités territoriales. Ça veut dire quoi? 2 comités ou plus qui se regrouperaient par rapport à leurs financeurs habituels, notamment les conseils départementaux. Vous dites aussi que regroupement n'est pas automatiquement une bonne chose. Il faut au moins en amont un projet commun. C'est indispensable, ça ne peut pas être juste une mesure technique. Vous dites aussi que finalement la possibilité de travailler ensemble peut se faire sans regroupement. Donc est-ce qu'il y a une alternative? Et puis vous posez la question de savoir ce regroupement, la finalité c'est quoi? C'est un phénomène transitoire pour on consolide et puis après éventuellement on peut revenir à la situation initiale, ou est-ce que c'est une solution définitive? C'est une question que vous avez posée. Ça, c'est les inconvénients que vous avez soulevés lors de cet atelier. Et en même temps, vous avez clairement dit aussi, souligné des marques d'intérêt. D'abord, vous avez rappelé un vrai besoin dans des territoires qui n'ont pas suffisamment de clubs. C'est une dynamique, c'est de l'opportunité de relancer une dynamique dans des territoires qui sont carencés, qui n'ont plus cette dynamique-là et qui ne savent pas comment relancer quelque chose de positif. Il y a la mise en commun des ressources, donc qui est un sujet sur lequel vous revenez beaucoup et qui est évidemment une qualité forte de cette proposition et de cette expérimentation. Il y a la taille critique. Vous savez que c'est indispensable si vous voulez vous professionnaliser. On l'a vu avec la régionalisation de l'emploi. Ça permet de jouer sur certaines choses, notamment sur des compétitions qui ne seraient plus départementales, mais interdépartementales. Donc ça peut faire des choses intéressantes et pour vos licenciés. Plus grande implication aussi du comité regroupé dans la vie de la Ligue, puisque par définition, il serait renforcé. Et puis, finalement,
ce regroupement, ça obéit un peu à la logique des bassins de pratique. C'est-à-dire que c'est une nouvelle logique territoriale, on ne se sent plus prisonnier des limites habituelles, des frontières habituelles, et en fait, on s'adapte au concret, à ce qui peut marcher. Et puis, certains d'entre vous ont dit, en fait, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a des situations où vraiment les comités départementaux sont trop fragiles. Donc, est-ce qu'il y a une alternative ? Et s'il n'y a pas d'alternative, est-ce que ce n'est pas la seule solution ? Et pour finir, dernière thématique du dialogue avec le dialogue de gestion régionale, autre expérimentation. Vu positivement aussi, beaucoup de choses positives dans les rendus écrits que vous avez donnés. D'abord, la notion de dialogue que vous considérez indispensable et de discussion permanente entre la Ligue et le comité et que vous considérez vraiment un des atouts de ce dispositif, capacité à fédérer autour de projets communs et d'une cohérence territoriale. Et puis, ça impulse une dynamique entre la Ligue et les comités, donc c'est par définition très positif. Ça permet, alors c'est des choses qu'on a déjà vues, c'est des choses que vous remettez sur d'autres sujets. Tout ce qui est l'optimisation des moyens, ça permet d'accompagner la structuration des comités, de faire un suivi, de travailler sur les complémentarités, sur la mutualisation des moyens, d'optimiser la répartition des ressources. Donc il y a un très bon travail de fonctionnement à faire là-dessus. Ça permet d'articuler les politiques régionales et départementales, d'abord d'avoir une meilleure connaissance entre les deux acteurs, ce qui est indispensable pour bien travailler ensemble. Ça permet de décliner des objectifs régionaux à travers l'acteur départemental. Et puis, ça permet d'aider les comités qui sont vraiment en difficulté si on n'en est pas encore au stade du regroupement. Ça permet aussi, ça je l'ai beaucoup retrouvé, j'avais pas nécessairement, c'est pas quelque chose qui me serait venu en tête naturellement, de mettre en valeur les comités. C'est une mise en valeur, une mise en avant des comités départementaux à travers cet outil de dialogue de gestion. C'est la reconnaissance de leur travail. C'est la valorisation de leurs actions innovantes quand ils ont testé des choses, c'est leurs bonnes pratiques, c'est la capacité à les faire monter en compétences. Vous avez beaucoup tenu à dire, voilà, ça les met en avant. Et puis, ça permet de faire vivre le projet fédéral, et je vais finir là-dessus. Donc, pas uniquement les acteurs Ligue et comité ensemble. Là, on prend l'ensemble de la fédération du niveau national jusqu'au club. D'abord, ça permet de partager le projet fédéral à travers ce dialogue de gestion, de se l'approprier, de le décliner. Ça permet d'inciter les comités à travailler sur des actions qui sont liées au projet fédéral, à faire tout ça en cohérence avec le territoire. Et puis, ça permet de décliner à un échelon plus bas, parce que le dialogue de gestion entre la Ligue et le comité peuvent in fine servir à contractualiser ou à travailler à une coordination plus forte entre le comité départemental et ses clubs. Donc, il y a une vraie logique qui va de haut jusqu'en bas. Comme pour l'atelier 1, je vais faire le même exercice que l'atelier 2. Je vais vous faire 2 petites remarques et puis ça finira mon intervention à peu près à l'heure, donc c'est pas mal. Les remarques complémentaires, je continue à vous titiller un peu. Alors d'abord, pour moi, il y a peut-être un manque sur le contenu. À chaque fois, on parlait d'expérimentation dans cet atelier, sur des choses qui existent sur des territoires précis, et vous l'avez beaucoup traité en termes de ce qui est l'intérêt des choses, le contenu que ça apporte. Mais vous n'avez jamais dit si, dans le cas où ça serait élargi, on le diffuserait, est-ce que c'est une diffusion sur l'ensemble du territoire fédéral, donc la France, ou est-ce que ça doit être ciblé, réservé à d'autres territoires, mais pas tous. C'est-à-dire soit sur des critères objectifs, soit sur du volontarisme. C'est une vraie question. Parce que la fédération de demain, le club de demain, la ligue de demain, le comité de demain, est-ce que ce sont les mêmes partout, pour votre fédération comme pour une autre, ou est-ce qu'éventuellement il y aura une adaptation en fonction des territoires, des projets ? C'est une question de savoir si tout va être dans le même format ou dans des formats différents. Et l'expérimentation, elle pose cette question-là. Une fois qu'on veut élargir, on élargit à quoi et de quelle manière ? Donc ça, c'est pas ressorti beaucoup de votre réflexion. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant de se dire, si ça a de l'intérêt, ces dispositifs, qui devrait prendre le relais et sous quelle forme ? Et puis ma deuxième remarque, vous avez un peu réfléchi comme si le monde était figé autour de vous. Vous voyez bien tout le mouvement au sein de vos clubs et au sein de la fédération, tout ce qui peut être fait, tout ce qui, en tout cas qui mérite réflexion. Mais à chaque fois, on a l'impression que les acteurs autour de vous ne bougent pas, donc, et vous les prenez en tant que tels. Et on le sait, on n'est pas dans un monde en mouvement constant, il y a plus de permanence que de mouvement, mais on est quand même dans un monde qui est de plus en plus en mouvement. Vous le voyez chez vos pratiquants, vous le voyez chez les parents de vos pratiquants, vous le voyez chez vos partenaires publics, partenaires privés si vous en avez, etc. Ça bouge. Je vais prendre l'exemple des collectivités, parce que là, on est sur la question de l'organisation territoriale.
Moi, je suis incapable de vous dire ce qui va se passer dans 5-10 ans, mais je pense qu'il va y avoir de nouveau des débats sur le rôle des collectivités dans le sport. Parce qu'on a un président réélu qui a mis ça dans sa campagne, avec des économies à la clé à avoir de l'ordre de 10 milliards, parce que le sujet de la décentralisation maintenant revient de façon fortement dans plusieurs forces politiques, parce qu'on n'a pas d'élection locale, départementale, régionale pendant plusieurs années. Donc il y a quand même toutes les conditions pour une tempête parfaite, pour qu'à un moment on se repose la question de savoir est-ce que tout le monde continue à financer le sport, les départements, les régions, les municipalités, les intercommunalités, ou est-ce qu'on va revenir sur des débats qu'on a déjà eus, qui n'ont pas été tranchés, mais à un moment on dit par exemple, les départements ils vont arrêter de faire du sport. Parce qu'on a décidé que le sport c'était uniquement le niveau local, ou ceci ou cela. Et là, évidemment, ça va impacter complètement votre réflexion sur le comité départemental, il sert à quoi, il travaille comment avec les autres. Et ça, c'est probablement quelque chose à rajouter dans votre réflexion. Vous bougez, mais le monde est en mouvement aussi autour de vous, bouge aussi autour de vous. Et donc, il y a cette double réflexion à avoir sur vous-même et sur les acteurs autour de vous. Voilà, et je finirai là-dessus, sur le monde en mouvement. Merci. Merci beaucoup Pierre pour cette synthèse qui a été faite dans un délai très court et qui permet à tous de pouvoir prendre la mesure de l'ensemble des travaux des groupes. Donc maintenant, à vous la parole. J'ai vu déjà quelques mains se lever au fond de la salle. Est-ce que vous avez des questions ? Non, finalement... Ah si. On va commencer au fond de la salle. Pierre, je ne vous jette pas la pierre, mais effectivement, vous avez dit que tout le monde allait dans le même sens. Enfin, ça me semble un peu normal avec l'Assemblée avec laquelle on était, puisque ce n'étaient pas des clubs qui étaient représentés, même si nous sommes dans des clubs, nous n'étions pas là pour représenter les clubs, mais les instances. Et donc, effectivement, il y a un héritage, parce qu'avant l'équipe de maintenant, il y a des gens qui ont travaillé et qui ont déjà impulsé des choses sur les territoires, et on voit bien que les territoires s'en sont emparés, donc merci beaucoup pour votre présentation parce que ça éclaire des choses qu'on savait déjà et je trouve que c'est très bien. Je félicite tous les territoires et je pense qu'on peut s'applaudir nous-mêmes d'avoir fait quelque chose que vous avez qualifié de sage, certes, mais de très structuré. Et donc je pense que c'est vraiment des choses qu'on a construites depuis longtemps et qui ont permis que maintenant toutes les ligues, tous les comités et les instances travaillent dans le même sens. Même si je pense qu'on n'a pas de statistiques sur les projets clubs. Je pense qu'il y a très peu de projets dans les clubs, de projets formalisés, on va dire. Ils ont tous des objectifs, mais j'aimerais bien qu'un jour on fasse des statistiques sur le vrai nombre de projets et de trucs qui ressemblent à un projet, parce que des fois c'est un torchon, dans les clubs. Donc forcément, on a été plutôt sages, parce qu'on est des comités, on est des ligues, et ce qu'on veut, c'est impulser et que derrière, les clubs aillent dans notre sens, et c'est à eux d'avoir de l'imagination. Donc voilà. Une deuxième chose, vous avez relevé qu'il y avait peu de connexion avec le projet fédéral. Oui, effectivement, il y a 81 points au projet fédéral. Il n'y a pas eu de bilan hier sur ce projet fédéral, sur ces 81 points. On n'a même pas sur le site fédéral, on n'a même pas les 81 points qui sont exposés. Donc comment est-ce que les instances, et surtout les clubs, peuvent s'inspirer de ces 81 points pour aller dans ce sens ? Donc c'est compliqué. 1 an et demi après l'élection, c'est compliqué pour les clubs d'aller là-dedans. Moi, j'ai fait le tour des sites de ligues et de comités. On est toujours à afficher le projet fédéral d'il y a 4 ans. Donc voilà, il y a un vrai problème d'appropriation par les territoires. Et il faut qu'on se pose la question de pourquoi les territoires ne s'approprient pas ce projet. Et puis, oui, je vous l'ai dit, le projet club, on était un peu timide. Mais là, on n'était pas là pour représenter des clubs. Ça aurait été bien d'avoir un peu plus d'imagination, je suis d'accord, mais nous, ce qu'on veut, c'est, on nous donne un ordre d'en haut, il faut qu'on ait des projets clubs, et nous, on veut que les projets clubs, ils aboutissent. Et si les clubs, ils nous amènent quelque chose d'exceptionnel et qu'ils nous disent, demain, on va faire la fête du slip, super, c'est génial, et on va les encourager à faire la fête du slip. Mais voilà, on est quand même des instances sages, et on doit bien gérer et les ressources humaines, et les moyens financiers qui vont avec. Merci beaucoup pour votre intervention. Et on a hâte d'avoir le PowerPoint. D'accord. Bon, je titillais, mais c'est aussi un peu mon rôle, et puis ça serait moins marrant si je titillais pas sur les... Juste, si je peux me permettre, le projet fédéral a été proposé dans les annexes du dernier rapport d'activité. Donc, je vous invite à télécharger le lien numérique.
Sarah, on parle de projet club, donc les clubs, ils n'ont pas reçu, je pense, le rapport d'activité. Alors aujourd'hui, effectivement, si vous cherchez les PV d'AG ou les rapports d'activité dans l'histoire de la fédération, le choix qui avait été fait, c'était de ne pas les partager. Il y avait en particulier des informations financières dedans qu'on ne souhaitait pas forcément voir récupérer. Voilà, aujourd'hui, ce rapport d'activité, il a vocation à être partagé très largement pour que les gens s'approprient et dans ce faire savoir qu'on a pointé comme une faiblesse hier, voilà, on a un nouvel outil de communication et on est tout à fait d'accord. Le site internet, il manquait plein de choses. Il manquait l'organigramme, il manquait ces 81 points. Donc, bien évidemment, c'est important qu'on puisse le partager, on puisse faire un travail d'appropriation et les travaux sur le dialogue de gestion doivent favoriser ça aussi. Une autre question devant. Oui, Christian Privat, Ligue d'Occitanie. Si vous permettez un complément, merci. Je vais juste apporter un complément parce que ça me semble important quand même. Les 80 points du projet fédéral, c'est une bonne chose, c'est effectivement une ligne à suivre, mais c'est ce que j'ai fait en arrivant au bout de quelques mois à la fédération. J'ai quand même alerté Johan et le conseil exécutif pour dire qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient faites chaque jour et toute l'année par la fédération qui n'étaient pas dans ce projet fédéral. Donc je voulais juste alerter parce que les équipes travaillent beaucoup et il y a beaucoup de choses qui se font qui sont des choses plutôt récurrentes par une fédération, mais qui sont des choses réelles, importantes. On parle de la vie sportive, on parle de l'événementiel, on parle de l'administratif, on parle de toutes ces choses qui se font au quotidien mais qui ne sont pas clairement ciblées dans les 81 points. Donc je voulais juste dire que ne réduisons pas l'activité de la fédération à simplement ces 81 points. Il y en a beaucoup plus, on a fait ce recensement et je peux vous dire que toutes les équipes et les secteurs travaillent d'arrache-pied pour faire plein de choses et tous les jours, mais qui ne sont pas forcément dans les 80 points, mais qui vont servir les 80 points et qui sont indispensables pour qu'une fédération olympique et paralympique puisse être ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Merci. Vous pouvez y aller. Oui, donc je disais Christian Privat, Ligue d'Occitanie. Moi, juste pour remercier du travail qui a été fait par les collègues et la synthèse. Est-ce qu'on pourrait avoir, comme disait Nathalie, ce document pour nos ligues, pour repartir voilà, c'était juste ma demande en tant que petite ligue. Voilà. Je crois qu'on a une question au fond de la salle. Oui, ça marche. Allez-y, oui. Donc moi c'est Jean-Yves Niveau, Ligue Centre Val-de-Loire. Donc je voulais revenir sur le lien projet club et projet fédéral. Je pense que aujourd'hui, moi je suis président de comité, le club qui veut faire un projet, il vient me voir, moi président de comité, et moi j'ai un projet comité qui décline du projet ligue et qui décline aussi du projet fédéral. Donc je pense que la réaction du club, c'est pas d'aller voir sur le site de la Fédé ce qui se fait. C'est nous, on est là en tant que instance déconcentrée et voilà, ils viennent nous voir nous. Et la deuxième chose, je voulais revenir sur la timidité de ce qui a été fait, et je reviens une fois de plus, là on parlait de projet club, c'est plus au comité d'impulser, comité et ligue aussi d'impulser, peut-être de sortir des chemins tracés et d'emmener nos clubs avec nous. Pour moi, c'est pas le club le club peut avoir des idées innovantes, mais si on veut que ça avance, il faut quand même que le comité soit porteur et la ligue soit porteur de choses un petit peu innovantes. Voilà, c'est pas forcément le club qui va prendre des risques énormes pour créer un projet un peu différent. Voilà. Merci. Il me semble que devant, nous avons un micro. Oui. Oui, bonjour. Catherine Pratt d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci pour votre intervention. Et surtout, à la fin, vous avez dit qu'on ne regardait pas assez ce qui se passait autour. Et là, je me suis dit, depuis hier, il y a quelque chose qui me titille. On parle de l'année 2021 et il y a les conférences régionales du sport. On n'en a absolument pas parlé. 2021, c'était la mise en place des conférences régionales du sport. Donc ma question, c'était comment la fédération, en fait, s'empare. Et est-ce qu'on sait l'implication que nous avons aujourd'hui dans les conférences régionales du sport sur nos différents territoires? Et en même temps, nous interroger, nous, et moi la première, c'est comment nous, on s'empare de la chose, comment on veut être présent, comment surtout on veut répondre en fait et être proactif
par rapport à ce que les conférences régionales du sport vont décider, mettre en place, etc. Merci Catherine pour ta question. Alors évidemment, les candidatures pour intégrer ces conférences régionales du sport, elles ont parfois été très, très tôt, hein, ça dépend des territoires. En Centre-Val de Loire, ils ont été les premiers. Là, on est en plein déploiement dans les territoires ultramarins, donc on voit que les calendriers ne sont pas du tout les mêmes. Certains ont déjà sorti leur projet sportif territorial, d'autres pas encore. Certains en sont à la mise en place des conférences régionales des financeurs, et il y en a d'autres où c'est encore en préfiguration. Nous, notre objectif, c'était d'essayer de planter des petites graines parce qu'on n'avait pas pu se positionner et envoyer des acteurs du badminton dans ces conférences. Donc aujourd'hui, Olivier Bim, donc le DTN adjoint qui est en responsable des territoires, a préparé un sondage pour essayer de voir quels étaient les badis qui sont dans les conférences régionales, mais pas seulement, dans les CDOS, les CROSS, les CTOS, les CA de Creps, voilà, tous les lieux d'influence où on va pouvoir agir, mais pas agir juste avec sa propre passion, agir avec des éléments de langage, agir avec des choses que nous, on va vous partager pour qu'on puisse partager la même vision avec ces acteurs-là. Donc la liste des présidents ou des présidentes de conférences régionales du sport, on l'actualise parce que il y a eu des élections régionales au milieu, donc il y a eu des gens qui ont changé. Donc on les invite à un certain nombre d'événements. Vous le savez, pour constituer les projets sportifs territoriaux, il y avait 8 points. Et puis la loi du 2 mars 2022 a rajouté des points en plus. Donc nous, on travaille sur un document synthétique qui explique quelles sont les contributions du badminton à chacun de ces 12 ou 13 points qui ont été rajoutés. Alors, on est en décalage, évidemment, les projets sportifs territoriaux, ils sont déjà en rédaction. Donc on arrivera en cours de route, mais c'est important parce que ces documents-là, ils serviront d'outils de lobby pour tous les acteurs qui sont implantés, ou vous, qui êtes au contact régulièrement, évidemment, avec les conseils régionaux, les conseils départementaux. Gilles Devant, le micro arrive. C'est un peu un lien avec l'atelier qu'on a fait, mais il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé depuis hier, c'est le sujet des équipements. Alors si on parle de club, il faut un équipement. Et la politique, je dirais, autour des équipements, malheureusement, je crois que il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit bien définie, et là-dessus on a, je pense, beaucoup à réfléchir. Voilà, c'est une réflexion, mais ce sujet-là a manqué, je pense, d'être abordé depuis hier. Alors, c'était pas l'objet central d'un travail. Il a été très récurrent à l'écrit et dans ce que j'ai entendu à l'oral. Alors évidemment, c'est partiel, dans la réflexion sur ce qui peut bloquer ou ce qui conditionne un projet club. Alors, et pour être très franc, là, c'est une opinion personnelle. C'était à la fois central, effectivement. Vous êtes un sport de gymnase, donc vous vivez ce que tous les sports de gymnase vivent, c'est-à-dire la jungle. Et en même temps, c'est en grande partie inspiré ma réflexion sur peut-être un besoin d'être un peu plus innovant dans le projet club. Il se trouve que j'ai travaillé avec d'autres fédérations de gymnase, pour aller vite, qui, elles, quand elles ont travaillé à peu près au même échelon que le vôtre là, sur ce que ça doit ressembler à quoi un projet club, c'était l'équipement est une contrainte tellement forte, le projet club, il doit essayer d'identifier des manières nouvelles de contourner cet obstacle. C'est-à-dire de trouver des nouveaux lieux de pratique. Alors, ce n'était pas des sports avec les mêmes contraintes que le badminton, donc je n'ai pas de copier-coller pour vous, c'est comme ça, mais comment est-ce que j'identifie des nouveaux lieux de pratique sur mon territoire, sur ma commune? Alors, soit par rapport à d'autres villes, je sors de mon registre municipal et je vais jouer la carte de l'intercommunalité. Est-ce qu'il y a des lieux qui peuvent accueillir ma discipline clos? Il y a des sports où le plein air était éventuellement une option en fonction de la saison, mais donc hier, c'était à la fois très présent et peut-être pas assez de ce point de vue-là pour moi aussi. Voilà. Mais oui, effectivement, l'équipement. Donc j'en profite quand même pour rappeler ce qui est fait depuis quelques mois au niveau des équipements pour la fédération. D'abord, il y a plusieurs projets. Plusieurs projets qui sont d'actualité, c'est l'accompagnement de tous les projets territoriaux de construction d'équipements plus ou moins dédiés au badminton, avec un accord cadre qui a été signé par la fédération avec des sociétés, on va dire, assistants maîtrise d'ouvrage ou conseils en exploitation,
pour aider les clubs qui le souhaitent, ou bien sûr les départements et les ligues, sur le chiffrage et l'exploitation d'un projet. Donc là, la fédération a signé un accord qui permet justement à tous les porteurs de projets de payer moins cher que ce qu'ils payaient auparavant en sollicitant en direct. Et surtout, l'objectif, c'est que la fédération soit directement impliquée sur ces projets pour qu'on puisse les accompagner, vous accompagner et accompagner tous les projets le mieux possible jusqu'à l'exploitation, jusqu'à l'aboutissement du projet. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur tout ce qui est terrain en accès libre extérieur type Airbad, Minton, on est en négociation très avancée avec des équipementiers, donc des constructeurs d'équipements en extérieur comme Gerflor ou d'autres, pour finaliser un partenariat, un modèle économique qui nous permet d'aller voir, donc, dans les jours qui arrivent, l'Agence nationale du sport pour signer un accord cadre qui nous permettrait d'avoir une sorte de garantie de financement, d'engagement de l'ANS pour financer la construction d'équipements avec effectivement un investissement de la fédération. Ça, c'est dans les semaines qui arrivent. Et d'ailleurs, j'ai prévu avec Paul-André Tramier de pouvoir avancer et utiliser son expérience et sa compétence là-dessus. Mais on est en train d'y travailler. Donc aujourd'hui, effectivement, ça n'est pas encore clairement identifié pour vous. Mais dans les semaines qui arrivent, c'est des choses qui vont être concrètes. Et le troisième point sur les équipements, on est en train quand même de travailler avec des investisseurs qui sont très intéressés pour construire une maison du BAD. Alors derrière la maison du BAD, on est en train de faire évoluer le modèle, mais l'idée c'est que éventuellement on puisse construire à terme un équipement type maison du BAD qui pourrait être dupliqué dans les territoires, avec un modèle économique qui tient la route, qui serait financé en partie par des aides territoriales, par la fédération, par des investissements privés, et qu'on pourrait dupliquer ailleurs. Et le quatrième point, c'est qu'on est en relation permanente avec d'autres fédérations qui auront aussi pour sujet de construire des équipements, que ce soit le squash, l'escalade, pour voir si on peut pas, le tennis avec le paddle, pour voir si on peut pas trouver des synergies dans des complexes multi-raquettes. Donc, j'insiste, on n'est plus au stade de réflexion, on est au stade de l'action, et on avance. Oui, bonjour, Jean-Brice Montagnon, Ligora. J'avais une question concernant la synthèse. Donc pour moi, on a travaillé sur un état des lieux et un constat qu'on peut tous faire. Je voulais savoir maintenant, en fait, suite à cette synthèse, comment la fédération compte s'emparer de ce travail-là et finalement, qu'est-ce qu'on va en faire ressortir ? C'est bon ? Je vous remercie de votre question, puisque effectivement c'est quand même le point central. Pourquoi avoir discuté de ces différents sujets, notamment ceux concernant les évolutions possibles dans la gouvernance territoriale? Tout ça part d'un constat. Comme je l'avais dit lors de la campagne, je suis très attaché aux comités départementaux, ayant été moi-même président de comité départemental, et je pensais que je pense toujours que c'est un échelon indispensable. Mais il y a aussi la réalité. La réalité du terrain, elle n'est pas aussi idyllique que je le pensais, et de ce que j'avais vécu, moi, sur les territoires de l'Île-de-France. Et on se rend compte qu'ici ou là, on a effectivement des comités départementaux qui ne sont pas tous au même niveau, notamment de professionnalisation. Il y a un certain nombre de comités départementaux qui sont pas loin de disparaître, puisque un certain nombre sont actuellement sous tutelle, qu'il y a d'autres types de fonctionnement qui existent sur un certain nombre de territoires. Le modèle qu'on connaît avec la Ligue et tous les comités départementaux, un par département, ça n'est pas vrai partout. Il y a d'autres ligues qui fonctionnent au moins autrement. Et donc je pensais qu'il était nécessaire qu'on lance une réflexion sur ce sujet et qu'on permette demain à ce que les statuts de la fédération permettent l'organisation territoriale sur le modèle qui existe aujourd'hui, mais éventuellement sous d'autres formes, en fixant les devoirs et obligations à chacun de pouvoir fonctionner. Donc, fort de ça, on a décidé de lancer cette réflexion, et on va maintenant organiser avec l'ensemble des territoires, c'est-à-dire les ligues et les comités, toute une série de débats et de réflexions
pour faire émerger à la suite de ça un ou plusieurs modèles qui seraient susceptibles de fonctionner pour permettre effectivement, le sport évoluant, la pratique du sport évoluant sur notre territoire, l'organisation territoriale étant elle-même amenée à évoluer dans les années à venir, d'essayer effectivement de trouver différents modèles. L'idée surtout, et ça c'est qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas personnellement, je n'ai pas de projet préconçu en disant on va faire comme ci, on va faire comme ça. Je veux surtout, c'est qu'on construise tous ensemble, et c'est surtout ça l'idée que je voudrais passer, c'est de construire tous ensemble le modèle dans lequel on va vivre demain. Et faire en sorte que, dans le cadre du projet de développement qui vous a déjà été présenté, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, l'organisation puisse complètement prendre sa part dans le développement qu'on veut faire émerger dans les années à venir. Oui, Paul-André Tramy, président d'honneur, je voulais juste faire 2-3 remarques où vous communiquez 3 ou 4 informations qui recadrent un peu le débat. Il y a un quart de territoire où on ne pratique pas le badminton. On travaille sur la notion de territoire de vie, c'est l'échelon d'analyse du territoire qu'on a retenu au comité olympique parce que c'est le plus explicite, tout le reste c'est un peu du pipeau. Le territoire de vie, c'est là où on vit et c'est là où on pratique le sport. Et là, donc, on a plus de 600 territoires de vie où il n'y a pas de pratique de badminton. Sur les salles polyvalentes de pratique sur lesquelles, qui est notre terrain de prédilection, il y a plus de 40% des salles polyvalentes en France qui ne proposent pas une pratique de badminton. Je suis de 40%. Donc on a un potentiel de développement considérable là-dessus. Après, je participe aux travaux de l'Agence nationale du sport au titre du comité de programmation des équipements. C'est la structure qui donne les financements, qui valide les financements auprès des porteurs de projets. Pratiquement 80 ou 70% de ces dossiers, on voit apparaître pratique de badminton. Et je n'ai aucun soutien d'un comité départemental ou d'une ville en me disant on a un projet à ce niveau-là, le badminton, il faut l'encourager. Aucun. Autant vous dire que dans d'autres disciplines, on est envahi de sollicitations. Badminton, jamais. Partout, il y a badminton, mais moi, j'ai aucun retour. Donc, il y a un véritable enjeu, notamment à travers les équipements, de pouvoir au moins gagner cette bataille, et notamment la bataille du plein air, puisque actuellement, c'est un enjeu de taille entre les différentes fédérations. Et là, je trouve qu'on est largement timide en la matière, parce que je pense qu'il y a des créneaux de développement considérables en la matière. C'est une population comme le Danemark, en France, qui ne joue pas au badminton. C'est énorme. Et donc, il y a même des zones grises où il n'y a aucune pratique et aucun licencié. Et je pense que là, il y a un véritable souci de développement. Et sur une politique territoriale, on doit rentrer dans cette démarche pour pouvoir au moins gagner des parts de marché importantes. Merci beaucoup. Est-ce qu'à la tribune, vous voulez réagir ? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Non. On clôture cette séance ? Eh bien, Pierre, merci beaucoup pour cette synthèse. Merci de votre écoute.